C'est l'un des sociologues les plus réputés et les plus écoutés, administrateur de la Fondation des Maisons des Sciences de l'Homme, auteur de très nombreux ouvrages. Dernier en date, L'impératif numérique. Bonjour Vivorca. Bonjour. Je voudrais d'abord profiter de votre présence dans ce studio pour que vous nous disiez ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment en France. Vous avez écrit plusieurs livres sur le racisme. Est-on, selon vous, en train d'assister, en marge de la crise économique que nous traversons, à une montée du racisme, de la xénophobie dans notre pays ? Alors, il y a une droitisation générale de notre société qui inclut ce type d'éléments. Mais le phénomène le plus important peut-être, c'est non pas qu'il y ait plus de racisme, c'est très difficile à mesurer, c'est qu'il s'exprime davantage dans l'espace public. Que des gens aient eu des visions de Madame Taubira, du genre de celle qui a surgi récemment dans l'espace public, bien sûr, depuis longtemps, ce genre de choses n'avait pas disparu. Mais d'un seul coup, nous prenons ça en pleine figure parce que ça s'exprime publiquement. Et j'ajouterais que cette expression publique doit beaucoup à cette zone intermédiaire qui existe entre l'espace privé, les gens entre eux, et l'espace public classique, les médias classiques. Ça doit beaucoup à Internet, aux blogs, aux réseaux, etc., qui sont une sorte de zone grise entre le privé et le public. Des digues sont en train de lâcher ? Ah, je pense que oui. Alors évidemment, qu'est-ce qui fait qu'on assiste à ce retour de ce racisme c'est ça la chose la plus impressionnante, peut-être, ce racisme primitif, archaïque. Dans les années 80-90, les spécialistes disaient le racisme devient subtil. Je prenais le mot anglais, subtil. Il devient subtil, il devient culturel, différentialiste. Tout un jargon s'est mis en place. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que les gens ne disent plus telle personne appartient à un groupe qui a tel type de crâne, tel type de chevelure, telle pigmentation de la peau, etc. Donc cette personne, il faut l'inférioriser. Mais, nous disaient les spécialistes du racisme de ces années 80-90, cette personne est culturellement différente, de par sa religion, de par ses origines, de par ses traditions, et jamais elle ne pourra vraiment s'adapter aux valeurs de ma société. Il vaudrait mieux la tenir à l'écart et même la renvoyer ailleurs si c'est possible. C'était ça le discours raciste qu'on entendait. Et puis d'un seul coup, on voit revenir ce racisme de type colonial, héritier direct de la deuxième partie du 19e siècle, et on le voit revenir en force, et dans l'espace public. C'est ça la nouveauté. Ça veut pas dire qu'il y a plus de racisme. Il y en a peut-être même moins. Il y a peut-être même moins de racisme. Mais ça veut dire qu'il a été longtemps refoulé aussi. Alors, je pense qu'il a été refoulé. Je pense aussi que c'est lié à des évolutions de notre société. La société française a découvert au milieu des années 2000, pour l'essentiel, une question noire, ou a cru découvrir une question noire. Ça a surgi, par exemple, à l'occasion de ces émeutes qui ont duré 3 semaines en octobre-novembre 2005. Et là, brusquement, on a dit, mais il y a des Noirs en France. Vous voyez, c'est ça qu'on a entendu. Et dans ce contexte, d'ailleurs, s'est constitué un mouvement, le CRAN, qui, justement, est un mouvement noir. Et donc, la France s'est mise comment dirais-je, à parler, à rendre public des interrogations sur la présence d'une population noire, y compris en métropole. Et à partir de là, je pense que sont montées toutes ces angoisses, toutes ces peurs, toutes ces haines, tous ces ressentiments, qui sont effectivement un racisme qui n'est pas celui qui dominait quelques années plus tôt, qui continue d'exister lui aussi, bien sûr, qui était un racisme anti-arabe, pour l'essentiel. Donc voilà, il y a des nouveautés, des déplacements, de la même façon qu'on pourrait montrer que l'antisémitisme s'est transformé. Notre société se transforme. Ce ne sont plus les mêmes groupes qui ont les mêmes problèmes, les mêmes peurs, les mêmes haines. Tout ça bouge sur fond, je le disais il y a un instant, de droitisation générale de la société et aussi sur fond de fragmentation. Il y a toutes sortes de fragments qui se mettent en place dans cette société et chaque fragment peut être à la fois victime et coupable de racisme, peut comporter en son sein, si vous voulez, des éléments racistes. Vous avez toutes sortes de haines qui se mettent en place, ici et là, dans des groupes les plus différents qui soient. Michel Vivorca, est-ce qu'on n'a pas également, dans notre société, est-ce qu'on n'a pas un petit peu fermé les yeux sur des problèmes d'assimilation, d'intégration ? On peut prendre ces problèmes de différentes façons. Le discours républicain classique consiste à dire « intégrez-vous », ou même dans le passé, assimilez-vous, mais aujourd'hui on ne parle plus d'assimilation, on parle d'intégration.
intégrez-vous, vive la République, elle est une et indivisible, et elle veut ne reconnaître que des individus, et ces individus sont tous égaux en droit. Bon, voilà le discours de l'intégration à la française. Le problème, c'est que ce discours, je vais utiliser une expression un peu abstraite, relève d'un universalisme abstrait, c'est-à-dire relève d'une façon de parler qui ne correspond pas aux réalités vécues, ou en tout cas par tout le monde. Vous avez un très grand nombre de personnes qui ont le sentiment que c'est très joli de vous dire intégrez-vous, liberté, égalité, fraternité, République française, c'est très bien. Mais moi, c'est pas ce que je vis, c'est pas à quoi je peux accéder. Et donc le problème de l'intégration, ou bien on dit elle se fait mal parce que les personnes concernées ne veulent pas s'intégrer, c'est plutôt un discours de droite et d'extrême droite, ou bien on dit l'intégration elle se fait mal parce que la société n'offre pas aux personnes concernées les moyens de véritablement trouver leur place. C'est ça le problème. Oui, il y a un problème d'intégration, mais qui doit être incriminé pour les difficultés que nous rencontrons? Moi, je pense que c'est plutôt faute d'effort de la part de la société que l'intégration s'est mal faite ou n'est pas satisfaisante. Le sociologue Michel Vivorca est notre invité. Aujourd'hui, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de cet entretien. Michel Vivorca, on parlait de la montée du racisme tout à l'heure. Est-ce qu'il faut faire un parallèle avec la montée du Front National? Un parallèle, non. Mais il faut articuler les deux phénomènes dans une analyse générale. Le Front National monte, tout le monde le sait, et il monte sans être embarrassé par ses contradictions. Je vais simplifier, la contradiction la plus fondamentale qui soit propre au Front National, c'est qu'il est à la fois raciste, xénophobe, antisémite, et respectable, abandonnant ou essayant d'abandonner le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie. Il est les deux à la fois. Il n'est pas l'un ou l'autre. C'est schizophrénique. Non, pas chez lui. Chez lui, ça marche, c'est populiste. Et le populisme, la force du populisme, c'est de fonctionner comme un mythe, c'est-à-dire de pouvoir proposer un discours qui concilie de manière totalement imaginaire ce qui, dans la réalité, ne devrait pas être conciliable. Donc, je suis à la fois raciste et pas raciste. Vous et moi, qui sommes des gens très rationnels, avons certainement de la peine à entendre ça, mais c'est un mode de fonctionnement qui marche pour le Front National. Et ce discours contradictoire a pour effet de déstabiliser le reste du système politique. Autrement dit, on voit la droite être mise à mal, être menacée d'explosion, même entre ceux qui veulent justement voir la face respectable et ceux qui veulent voir la face raciste du Front National. Donc, ils sont sous tension et ça explose. On l'a vu récemment. François Fillon, M. Copé, etc. D'un côté. Et deuxièmement, ça met à mal la gauche au pouvoir. Je parle donc de la gauche socialiste, pour des raisons qui sont complexes et donc je vais essayer de les présenter de façon un peu condensée. Cette gauche va combattre le Front National. Elle va le combattre en étant gênée, parce que si elle le combat pour son racisme, elle ne discute pas de son programme, de ses idées, de sa vision qui mérite d'être discutée comme d'autres en matière économique, par exemple, même si je pense qu'elle n'est pas très sérieuse et solide. Mais ou bien on discute du racisme, ou bien on discute de ce qu'il a de respectable. Mais il faut choisir, et comme on ne peut pas choisir, on est embarrassé. Et pire encore, la gauche est dans une crise morale. Elle sait très bien, les responsables politiques socialistes savent très bien qu'ils ne devront leur salut aux prochaines élections municipales et dans l'hypothèse d'une candidature de François Hollande à la présidentielle en 2017, que le salut sera lié au fait que le Front National aura suffisamment d'électeurs pour affaiblir en profondeur la droite et donc donner toutes ses chances à la gauche. Mais Michel Vivorca, est-ce que le Front National n'affaiblit pas également la gauche? Aujourd'hui, le Front National, c'est le premier parti ouvrier. Alors, il y a ce phénomène qui est très juste, que les politologues démontrent, Pascal Perrineau en particulier. On a vu toutes les dernières élections où le PS était éliminé au premier tour. Alors, ça c'est le scénario catastrophe pour la gauche, c'est qu'une partie non négligeable de ce que Pascal Perrineau a appelé le gaucho-lepénisme, c'est-à-dire une partie non négligeable de ces électeurs de gauche bascule vers le Front National. Je crois que l'autre problème, mais ça c'est plus le Front National, qui menace tout le système politique, c'est l'abstention. Toujours est-il que pour la gauche, il y a
un risque d'abord tout simplement de perdre, du fait d'une montée très forte du Front National, mais il y a surtout le risque d'une crise morale. Qu'est-ce que ça voudra dire pour des élus que d'être élus à gauche grâce à la présence du Front National au deuxième tour? Moralement, c'est quand même difficile à soutenir. Et donc, le Front National met tout le monde à mal, et j'en arrive à votre question, excusez-moi de ce long détour, mais tout ceci ouvre un espace, un boulevard à des expressions racistes qui ne sont pas forcément à l'intérieur du Front National. Pourquoi ? Puisque ce Front National est respectable, pour certains, ou en partie. Donc ça veut dire qu'on peut parler comme lui, ou on peut développer les idées qui sont les siennes. Et comme parmi ces idées, il y a à l'évidence encore, quoi qu'il en dise, du racisme, de la xénophobie et des traces d'antisémitisme, eh bien, cela libère en quelque sorte, ou légitime, cette parole raciste, sans que nécessairement pour autant ce soit des électeurs ou des responsables du Front National qui la mettent en œuvre. Donc vous voyez, on ne peut pas dire qu'il y a un lien direct, que le Front National directement libère la parole raciste, mais il crée des conditions favorables à sa plus large expression. Ce qui nous manque le plus en France, c'est la capacité de transformer en négociation et en conflit institutionnalisé, en quelque sorte, ce qui prend l'allure de la crise. Ça, c'est un vrai problème. Les syndicats sont vraiment extrêmement affaiblis. Le tissu associatif n'est pas capable de donner de la voix. On vient de le voir avec le racisme. Est-ce que vous avez le sentiment que les mouvements antiracistes est capable comme ça de prendre en charge les grandes questions qui sont posées en ce moment? Pas vraiment. Et donc, on manque de ces médiations qui peuvent permettre comment dirais-je, de construire des conflits, des discussions, des échanges, des négociations. Et donc, on est dans la crise. Michel Vivorca avec nous toute la journée, puis je signale que vous avez publié un livre sur le Front National paru au mois de septembre, le Front National entre extrémisme, populisme et démocratie. C'est aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. On se retrouve tout à l'heure pour le 3e volet de cet entretien.